Bienvenue à tous pour ce webinaire CPA sur le thème de la place des femmes dans les organes de décision, les boards. Une question qui à la fois ne se pose pas mais qui s'impose vraiment. Alors quelques mots d'introduction de l'organisateur, le Centre de perfectionnement aux affaires de Lyon, que j'ai le privilège de diriger avec Denis Anselmé pour la région Aura. Alors, le centre de perfectionnement aux affaires a notamment pour principale vocation de former les dirigeants en fonction de la direction générale de petites et moyennes entreprises de la région. Cette formation est diplômante, reconnue par l'État, elle est référencée au répertoire national des certifications professionnelles au plus haut niveau, niveau 7, donc équivalent Master 2 pour le titre de dirigeant d'entreprise. 11 000 dirigeants se sont formés au CPA. Il existe aujourd'hui 4 centres en France, dont le centre de Lyon. Le programme a 5 points forts. Les intervenants sont tous des anciens dirigeants ou des dirigeants d'activité qui connaissent le monde de l'entreprise. La pédagogie sur l'étude de cas et l'apprentissage par ses pairs. Les participants travaillent toujours en groupe sur des études de cas, soit pédagogiques et vécues. On a les deux. C'est pour ça qu'on parle d'entraînement à la pratique des outils au CPA, l'entraînement de dirigeants par des dirigeants. L'analyse et la décision, la prise de décision stratégique est vraiment le cœur du programme, à travers 25 études de cas dédiées au développement de ses compétences et un audit stratégique en situation réelle. Le CPA est une école hors les murs qui se déroule dans des sites qui facilitent la mise au vert et chez nos partenaires de haut niveau comme l'école Saint-Cyr, l'école de guerre, l'école polytechnique. Et point très important, l'être humain n'est pas un ordinateur, donc le développement personnel est une partie importante du programme CPA pour le développement de sa posture de dirigeant à travers des modules de coaching collectif et individuel. Voilà, le CPA, c'est 465 heures de formation sur 12 mois, organisé en séminaire de 2 jours et demi, une fois par mois, les jeudis, vendredis et samedis matin. On a une promotion par an d'une dizaine de participants qui démarre en novembre chaque année et la prochaine promotion démarre à la fin de l'année 2024. Notre programme a pour vocation d'être utile aux dirigeants en apportant des réponses opérationnelles à leurs besoins. Et c'est la proposition et l'objectif de ce rendez-vous CPA, de ces webinaires. Donc pendant 1 heure, nous allons essayer d'apporter des réponses sur le thème de la place des femmes dans les boards, qui va être introduit et animé par Maître Schoenberg, qui est maître avocate à Lyon, intervenante à l'UM Lyon et au CPA en ingénierie contractuelle. Elle se présentera sans doute. Elle est accompagnée d'Émilie Pétèche, participante au CPA Lyon 2023, dirigeante du groupe d'assurance Unitea, et de Marie-Hélène Grammatikoff, qui est fondatrice de l'Actips, directrice générale de Liofitech et diplômée CPA, bien sûr, 2014. Alors, on va garder un temps de réponse en fin de webinaire, donc on vous invite vraiment à poster vos questions sur le chat au fil de l'eau, et bien sûr, on prendra le temps de les proposer à nos intervenants en fin de webinaire. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon moment parmi nous. Et je te laisse ce coup-ci la parole. Merci Jean-Noël. Donc, je ne vais pas refaire la présentation. Effectivement, je suis avocate au barreau de Lyon, droit des affaires. J'exerce aussi au sein du cabinet Racine et je suis professeur permanent à EM Lyon. Et je dirige notamment un programme master spécialisé juriste manager international. Je crois qu'il y a tout dans l'intitulé, notamment la dimension managériale. Donc, merci à tous d'être devant vos écrans, que ce soit maintenant ou en différé. On va effectivement, c'est un sujet qui est assez vaste, le rôle et les modalités de fonctionnement d'un conseil d'administration. Il s'adresse bien évidemment aux femmes. Il y a des questions essentielles, c'est celle
notamment de la mixité dans les conseils d'administration, mais plus largement dans les boards, et puis aussi des questions récurrentes, souvent en tout cas de nos auditeurs, c'est quid de mes pouvoirs, et le corollaire du pouvoir, vous le savez, c'est aussi vos responsabilités lorsqu'on accepte un mandat d'administrateur ou même d'administrateur indépendant. C'est un mandat aussi qui a le vent en poupe. On pourra en dire quelques mots. Je pense qu'Émilie et Marie-Hélène également pourront réagir et aussi apporter leur témoignage. Hein. Ce n'est pas sur le mode conférence, mais au contraire, c'est interactif et n'hésitez pas aussi à nous interrompre, poser des questions. C'est l'objectif de ce webinaire. Alors, sur la question en fait de la place des femmes, de la mixité dans les conseils d'administration, on a déjà, voilà, sans vous ennuyer avec des textes qui sont nombreux, on a la fameuse loi Copé-Zimmermann qui date un peu maintenant, elle date du 27 janvier 2011. On est un petit peu suiveurs parce que les Scandinaves, notamment les Norvégiens, avaient beaucoup plus d'avance sur nous et avaient déjà donné beaucoup plus de place aux femmes dans les boards, les comités, les COMEX, les CODIR. Le législateur français, en 2011, effectivement, a imposé cette mixité, mais dans les sociétés cotées, tout d'abord, c'est-à-dire qu'on impose une mixité qui ne saurait être inférieure, en tout cas à 40%. Très simplement, si vous avez un conseil d'administration composé de 15 administrateurs, il vous faut 9 administrateurs d'un sexe et puis 6 d'un autre sexe. Par exemple, 9 femmes et 6 hommes. Là, ça match. Et puis, on est monté un petit peu en puissance puisque désormais, et ce depuis le 1er janvier 2021, dans les sociétés anonymes, pas seulement cotées, mais dont l'effectif est très exactement compris entre 250 et 499 salariés, avec un chiffre d'affaires ou un total du bilan supérieur ou égal à 50 millions d'euros, eh bien, vous avez l'obligation de cette mixité, donc des 40%. Et puis, on va encore un peu plus loin avec une fameuse loi Rixin du 24 décembre 2021 qui désormais impose à partir de 2026, 1er mars 2026, une composition de 30% des femmes dans les boards, pas simplement dans les conseils d'administration, puisque vous voyez que le législateur français avait un petit peu limité cette mixité. Pour ceux qui sont devant leur écran, vous allez sur legifrance.gouv, vous connectez à L225-18 et vous trouverez exactement le texte. Et la loi Rixin va plus loin puisque c'est dans tous les boards. Les boards, c'est notamment les COMEX, les CODIR, pas simplement les conseils d'administration, pas simplement les conseils de surveillance lorsque vous avez une société anonyme dualiste. C'est 30% à partir du 1er mars 2026 et au 1er mars 2029, on atteint un quota de 40% de femmes, à minima, dans ces boards. Alors, il y a, au-delà des prévisions légales, également un code de gouvernance, le fameux code de gouvernance AFEP-MEDEF, qui va un petit peu plus loin que les dispositions légales. Alors, c'est une recommandation, bien évidemment, ça n'a pas le pouvoir contraignant d'une disposition légale, mais il faut quand même l'indiquer, qu'il recommande qu'il y ait à minima la moitié aussi de femmes, qu'il y ait un meilleur équilibre, en tout cas dans cette mixité, et cela dans tous les comités exécutifs et de direction, et plus largement dans tout encadrement supérieur. Et puis, il impose également au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de rendre des comptes annuellement sur les dispositifs mis en œuvre pour tendre justement à ce parfait équilibre. Mais là encore, ce sont des recommandations. Donc, il y a une évolution notable sur le sujet. Je vous laisse bien évidemment intervenir, me couper sur ce point si vous avez éventuellement des compléments, tant Marie-Hélène que Émilie, avant que je n'aborde peut-être d'autres sujets, qui est celui des conditions de nomination d'un administrateur.
administrateur, on va dire, classique, institutionnel, et puis l'administrateur aussi indépendant. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà éventuellement des questions ou des compléments. Non, alors pour le conseil d'administration, vous savez, c'est à minima, évidemment, trois membres. Cela concerne, si je parle de conseil d'administration, d'emblée, je me pose dans des sociétés de capitaux type, c'est-à-dire la SA. Ça peut être aussi la commandite par action. Mais il faut, voilà, dans le conseil d'administration, comme conseil de surveillance, c'est au moins 3 membres, jusqu'à 18 membres. S'il y a une opération de fusion, notamment de concentration, fusion-absorption, ça peut aller jusqu'à 24 membres, mais ceci pendant 2 exercices sociaux consécutifs et c'est tout. Voilà, ces membres du conseil d'administration, il faut bien le rappeler, ils sont nommés par l'Assemblée générale ordinaire. Alors, lorsque l'on crée, par exemple, une SA, les premières désignations sont dans les statuts, et puis ensuite, les désignations suivantes, eh bien, elles se font lors de l'Assemblée générale ordinaire. C'est elle qui nomme, et naturellement, c'est elle qui va révoquer les administrateurs. La question qu'on pose souvent, voilà, je suis invité à un conseil d'administration, est-il nécessaire de détenir des actions pour effectivement être désigné? Alors, la réponse aujourd'hui, elle est non. La législation aussi a bien évolué et assoupli les règles. Il n'est pas nécessaire d'être actionnaire. On peut aussi vous faire un prêt, ce qu'on appelle un prêt consommation d'actions pour le temps où vous occupez ce mandat. Le premier réflexe, votre premier réflexe, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, il faut regarder dans les statuts ce qui effectivement est prévu. Parfois, une seule action suffira pour siéger en tant qu'administrateur. Mais déjà, regardez dans les statuts ce qu'on appelle aussi le pacte social. Donc, vous avez votre action, vous êtes nommé, mais évidemment, vous pouvez être révoqué. Et la question aussi qui revient, se dire, voilà, est-ce qu'il y a un risque en étant administrateur? Quand j'accepte un mandat d'administrateur, j'en accepte pas qu'un. Je peux accepter plusieurs mandats d'administrateur. Mais il faut savoir aussi que le législateur est intervenu, c'est la loi LME, alors c'est l'acronyme, c'est Loi sur la modernisation de l'économie, du 4 août 2008 aussi, qui prévoit que vous ne pouvez pas, en tant qu'administrateur, cumuler plus de 5 mandats. Voilà. De même, ça concerne également les membres du conseil de surveillance si vous êtes dans une SA de type dualiste, directoire, conseil de surveillance. Donc, pas plus de 5. Et si, c'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais vous êtes directeur général, c'est pas plus de 2 dans des personnes morales bien distinctes. Alors, cela étant, si vous évoluez dans un groupe de société avec une mère et des filles, le fait, vous pouvez accepter plusieurs mandats. Vous n'êtes pas limité à 5 parce que dans un groupe de société, même s'il n'y a pas de définition juridique en tant que telle, tous les mandats que vous cumulez dans la mère, dans les filles, ça compte uniquement pour un. Cela étant dit, attention, quand vous acceptez un mandat d'administrateur, on ne vous demande pas d'être passif, mais il faut vraiment aussi être investi. Donc, ce sera une question qu'on pourra aborder dans un second temps. C'est le temps que vous êtes véritablement en mesure d'accorder à l'entreprise que vous allez suivre dans ce board. Parce que la passivité peut également être une question, un point soulevé lors de votre éventuelle mise en cause, s'il y a des responsabilités effectivement à engager à l'encontre de cet organe collégial qui est le conseil d'administration. Alors, vous êtes nommé, vous êtes révoqué par l'Assemblée générale ordinaire. Et pourquoi certains administrateurs ont tendance à être un peu cumulards, à se dire, moi, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs dans des entités différentes, on le sait, jusqu'à 5, dans des sociétés bien distinctes, qui n'ont pas de lien économique entre eux. Eh bien, tout simplement, c'est parce que vous êtes révocable ad nutum. Alors ça, c'est une particularité qu'on retrouve dans les sociétés de capitaux que vous n'avez pas dans les sociétés commerciales type SARL lorsque vous êtes gérant. Émilie, je sais, je crois, est gérant, donc c'est pas en fait une problématique. Il y en a d'autres, mais celle-ci ne concerne pas les gérants de SARL.
quand vous siégez effectivement au sein d'un conseil d'administration, et c'est prévu d'ailleurs toujours dans le Code de commerce, hein, c'est un peu notre Bible, article 225-18, exactement alinéa 2, eh bien, vous êtes révocable au signe de tête, voilà, sans qu'on ait de justes motifs à alléguer. C'est l'Assemblée générale, toujours à la majorité, évidemment, hein, c'est majorité absolue, plus de 50% des voix, qui va effectivement décider de votre révocation sans qu'elle ait de juste motif à alléguer. La loi exige juste que vous puissiez présenter quand même votre défense, que le principe du contradictoire, cher à notre justice, soit respecté. Ça n'a pas besoin d'être mentionné à l'ordre du jour, donc ne soyez pas sidérés parce que vous avez été complètement déstabilisé lors de l'AG, parce que tout d'un coup, vous avez l'impression que ça vous tombe dessus et que vous êtes révoqué. Ben non, effectivement, il n'est pas nécessaire que ce soit prévu à l'ordre du jour. Pour autant, vous devez être à même de présenter vos observations. Et ben non, il n'y a pas d'indemnité à réclamer, quand bien même vous estimez que cette révocation est abusive, alors que vous avez effectivement vraiment accompli votre devoir avec beaucoup de professionnalisme. Hein. C'est pas que ce soit un jugement de personne, mais bon, après, il peut y avoir, et moi je vois souvent le cas dans le contentieux, des dissensions entre des personnes, surtout les instances dirigeantes. Donc voilà, ça peut arriver assez fréquemment, d'où justement l'intérêt parfois de cumuler plusieurs autres mandats, parce que vous avez des personnes qui tirent l'essentiel aussi de leurs revenus de ces mandats d'administrateur, et je reviendrai tout à l'heure sur la rémunération. Donc, pas de dommages à intérêt, pas d'indemnité. Pour autant, si jamais cette révocation s'est accompagnée de circonstances vexatoires, injurieuses, on vous a traité de tous les noms d'oiseaux, en plus, véritablement dans un environnement qui peut être pour vous vraiment diffamatoire, parce que vos collaborateurs étaient présents, ils ont entendu, etc. Donc, on comprend, c'est ce qu'on appelle préjudice moral, préjudice d'image, oui, mais toujours avec preuve à l'appui, vous pourriez, dans ce cas-là, tenter d'obtenir effectivement des dommages-intérêts. Mais vous voyez que c'est quand même en marche. Voilà. Donc ça, c'est un principe qui est vraiment fort et inhérent au mandat d'administrateur. Après, les autres questions, il y en a beaucoup, mais c'est celle de la rémunération. Alors déjà, dans des plus petites structures, je pense notamment aux PME, il faut savoir que bon, il y a des administrateurs, j'en connais, qui ne sont pas rémunérés. Alors, pendant longtemps, on parlait de jetons de présence. Mais le législateur a trouvé que c'était un petit peu péjoratif, jeton de présence. Ça veut dire qu'il suffisait d'être présent et puis on touchait sa rémunération. Non. Aujourd'hui, on a substitué à cette terminologie jeton de présence, et ce, depuis la loi PAC de mai 2019, une autre, je dirais, un autre libellé qui, à mon avis, est aussi peut-être un peu plus gratifiant, celui de rétribution d'activité. Donc, vous avez une enveloppe globale qui est fixée chaque année, donc par l'Assemblée générale d'approbation des comptes, voilà, hein, vous savez, qui se tient dans les 6 mois à compter de la clôture de votre exercice, et qui va fixer cette enveloppe globale. Et ensuite, cette enveloppe, elle fera l'objet d'une répartition libre par voilà, le conseil d'administration, à tête duquel vous trouvez le président du conseil d'administration. Juste en précision, là aussi, depuis la loi sur la modernisation de l'économie 2008, on peut opter pour une dissociation des fonctions. C'est-à-dire que pendant des décennies, on avait le cumul directeur général et président, PDG, et aujourd'hui, on peut dissocier, c'est-à-dire avoir un directeur général et avoir un président qui sera juste, lui, chargé de veiller, de contrôler les actions du conseil d'administration, et de préparer aussi la feuille de route et les travaux du conseil d'administration. Donc, dissociation des fonctions. Juste, Ève, Oui. je te coupe, j'ai une question concernant cette rétribution d'activité. Donc, il y a une enveloppe, mais est-ce qu'elle est assortie de critères d'attribution, ou c'est comme avant? Non, c'est totalement, c'est totalement comme avant. Il faut savoir que ces rétributions sont libres. Toutefois, la loi prévoit que les rémunérations qui seraient exceptionnelles allouées à tel ou tel administrateur pour ses bons et loyaux services, c'est-à-dire des missions
complémentaire qui sort du périmètre normal d'un administrateur. Je donne un exemple. Émilie, on vous demande en raison de, par exemple, de votre connaissance pointue du business en Asie, d'aller négocier un marché à Taïwan ou de superviser, par exemple, une transaction un petit peu pointue en Amérique du Sud. Voilà, ça sort de votre périmètre et ça peut justifier une négociation d'un montant de rémunération exceptionnelle. Mais il faut savoir que si vous sortez de l'enveloppe qui est librement répartie et qui n'est pas forcément égalitaire, d'ailleurs, entre les membres du conseil d'administration, ça fait partie de ce qu'on appelle du champ des conventions réglementées. Et ça, le code de commerce, vous le retrouverez, c'est l'article L225-38 du code de commerce notamment, qui prévoit que quand vous avez un avantage particulier, notamment une rémunération exceptionnelle, eh bien, le commissaire aux comptes, bien évidemment, rédige un rapport spécial qui soumet à la prochaine assemblée générale ordinaire et qui, elle, évidemment, ratifiera ou ne ratifiera pas. Voilà. Mais l'intéressé, parce que vous pouvez être administrateur et très largement majoritaire dans la société, vous ne participez pas au vote pour des raisons évidentes d'impartialité déjà. Alors, je ne sais pas si ça a répondu Très bien, à parfaitement. votre… voilà. Alors, c'est un sujet vaste. On ne peut pas, dans le temps alloué, tout aborder, mais on essaie un petit peu de voir quelles sont les questions, en tout cas, récurrentes pour des managers qui sont désireux, effectivement, de prendre plus de mandats ou, pour la première fois, effectivement, si vous êtes, par exemple, dans des… notamment SAS ou SARL et qu'on vous demande de prendre un siège dans un conseil d'administration de SA ou un conseil de surveillance, savoir un petit peu comment ça se passe et puis les points de vigilance qu'il convient d'avoir le plus en amont possible avant d'accepter. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement déjà sur ces sujets. Moi, j'ai une Alors, question il y a d'autres sur la questions. première partie. Pour la première partie, quels sont les résultats donc du coup des lois qui ont été votées pour finalement favoriser euh, la place des femmes dans les organes de décision, CA, COMEX, que dire. Alors, Il y a un suivi, il y a une évaluation. oui, alors je peux vous dire qu'en France, on est quand même là pour une fois, on est dans les meilleurs élèves par rapport à d'autres sujets. Non, il faut quand même le D'accord. noter. Statistiquement, c'est les chiffres de 2024, 46,40% des postes au conseil d'administration de sociétés du CAC 40, j'entends, sont occupés par des femmes. Et la France se place devant le Royaume-Uni, devant la Norvège et l'Italie. On a par exemple des sociétés qui sont emblématiques justement de cela et où vraiment les femmes ont une place reconnue, Sodexo, Kering, où on a d'ailleurs plus de femmes que d'hommes qui occupent des mandats dans les boards. Voilà, donc ce que je peux vous dire au niveau des statistiques. Et est-ce que du coup c'est pareil sur les COMEX et les CODIR parce que autant on a une réglementation sur les conseils Oui, d'administration, les autant conseils de surveillance. oui Non, sur les organes de non. gouvernance, mais les organes de direction, on n'a pas de réglementation. Alors on est Non, comment? on n'a pas de réglementation. C'est ce que je disais effectivement en liminaire, on a des recommandations, c'est-à-dire que vous avez, on sait que les sociétés du CAC 40, effectivement, vraiment appliquent le code de gouvernance qui a été d'ailleurs révisé en 2020 pour tenir compte de cette nécessité de mixité, et puis d'autant plus avec la fameuse loi Rixin sur l'égalité économique et professionnelle des femmes. Mais ce sont des recommandations. Mais une grande partie des sociétés cotées, en tout cas, suivent ces recommandations. Voilà. On a à peu près, c'est loin d'être 100%, mais on a à peu près 2/3 des sociétés cotées en fait, qui sont en phase avec ces recommandations. Il n'y a pas de caractère contraignant, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on parlait, on parlait des rémunérations. Je ne sais pas si c'est aussi un sujet qui intéresse, mais
peut-être aussi un point qui est en connexité, c'est le cumul de peut-être son mandat social avec un contrat de travail. Parce que ça, c'est une question souvent qui est abordée par des personnes qui sont actuellement salariées dans une société et puis que du fait de leur investissement, de leur mobilisation de la société, on va justement vouloir un peu plus les associer dans des instances exécutives, des instances dirigeantes. Alors, il faut savoir également que c'est possible. Il n'y a pas de conditions. Alors ça aussi, c'est plus récent dans les petites sociétés. Je appelle petites sociétés, c'est les PME au sens du droit européen, c'est-à-dire des sociétés qui n'emploient pas plus de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et ou un bilan qui n'excède pas 43 millions d'euros. Donc 50 pour le chiffre d'affaires hors taxe et bilan 43 millions d'euros. Donc quand vous ne dépassez pas deux de ces trois seuils, vous êtes considéré au sens du droit européen comme une PME. Et dans ces PME, on conçoit très bien qu'un administrateur qui serait déjà en place puisse également briguer un poste salarié. J'ai évoqué il y a quelques minutes l'épée Damoclès que représente la révocation ad nutum. Bon, on comprend que certains administrateurs soient tentés de se dire si jamais je saute dans le conseil d'administration, bah, au moins de toute façon, je garde mon contrat de travail, par exemple DRH, directeur marketing au sein de la société. On est bien d'accord que ce sont deux statuts complètement différents. Je peux très bien être évincé d'un conseil d'administration, pour autant je garde ma fonction salariée. Mais ça concerne les PME au sens du droit européen. Ça veut dire que dans toutes les sociétés qui sont au-delà de ces seuils, le principe, c'est qu'un administrateur qui est déjà en place ne peut pas ensuite demander un poste salarié dans la société. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, dans d'autres sociétés, vous ne pouvez pas occuper évidemment une fonction salariée. Mais dans la société qui vous accueille, dans laquelle vous allez exercer votre mandat, vous êtes déjà en place, vous ne pouvez pas ensuite demander effectivement un contrat de travail. Vous êtes en revanche déjà salarié de la société, on vous invite en conseil d'administration, vous avez quand même des conditions à respecter. Alors déjà, on demande qu'il y ait une antériorité. Alors depuis la loi Madelin, qui date les de 94, on a supprimé l'antériorité de 2 ans. Pour autant, il faut quand même être déjà depuis quelques mois dans l'entreprise. Mais surtout, si vous êtes déjà salarié et que vous intégrez le conseil d'administration, il faut bien démontrer que vos tâches salariées sont bien distinctes de votre mandat social, qu'il n'y ait pas confusion et que ben voilà, il y a toujours un lien aussi de subordination dans votre contrat de travail parce que votre employeur, c'est quand même la personne morale dans laquelle vous allez aussi exercer votre mandat social. Donc, des tâches distinctes, bien distinctes, des tâches effectives. Si vous êtes, par exemple, directeur commercial, ben, effectivement, que vous exerciez bien un job de directeur commercial, que ce ne soit pas simplement une couverture. Parce qu'effectivement, en cas de contrôle, il y a un risque de requalification qui est manifeste. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a des questions aussi sur ce point. Rémunération, contrat de travail. Le fait de scinder les deux mandats, en fait, enfin, la partie salariée qui est opérationnelle et la partie administrateur, c'est… Alors, pourquoi on n'a pas la même réglementation dans les PME que dans les plus grosses entreprises? J'imagine qu'il y a une histoire de conflit d'intérêts. Alors, ce n'est pas forcément non conflit d'intérêts, c'est tout simplement parce que dans les petites structures où il y a moins effectivement de ressources, on a estimé qu'il fallait effectivement un cadre moins contraignant et que, ma foi, il était factuellement souvent observé que des personnes, des administrateurs en place qui sont déjà très investis dans ces, on va dire, relative petite structure, parce qu'il y a plus un caractère intimiste, eh bien, puisse également un poste salarié. Voilà, c'est en termes tout simplement, je vais dire,
de simplification, d'efficacité au sein des organes dirigeants qu'on a supprimé ces restrictions qui sont effectivement que l'on doit respecter dans les plus grosses structures. Voilà. D'accord. Donc, allègement des dispositions légales qui étaient jusqu'ici vécues comme contraignantes dans les petites entreprises. Mais en revanche, dans les plus grosses, j'ai indiqué les seuils tout à l'heure, elles sont toujours en vigueur. D'accord. Ok. Au-delà des résultats, des pourcentages, donc la loi produit ses effets finalement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que par contre, d'un point de vue qualitatif, il y a des enquêtes qui sont faites et que, bon, finalement, voilà, les femmes se sentent bien à ces postes-là, que les hommes aussi perçoivent bien et coopèrent et, comment dire, ont des prises de décision, voilà, qui incluent bien l'avis de leur nouvelle collaboratrice ou administratrice. Est-ce qu'il y a des études ou des enquêtes qui sont faites par rapport Alors, à ce point moi, plus qualitatif? à ma connaissance, non. Maintenant, peut-être l'IFA va sortir des enquêtes, l'Institut français des administrateurs, vous savez, qui est dirigé par Denis Terrien, mais je n'ai pas vu en tout cas d'enquête sur en tout cas l'efficacité, l'efficience et voilà des femmes et aussi de la façon dont elles se sentent et elles sont perçues au sein des conseils d'administration. Sur ce point-là, non, je n'ai pas en tout cas de données à vous communiquer. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des témoins pour justement qu'elles puissent aussi exprimer. Et là, je ne sais pas si Marie-Hélène ou Émilie peuvent aussi partager leurs ressentis parce qu'elles vivent ou tout simplement d'autres femmes qu'elles côtoient et qui ont ce siège, qui occupent un siège d'administratrice. Moi, j'ai siégé à mon propre conseil d'administration en tant que présidente et directrice générale. En tant que directrice générale, aujourd'hui, je siège en tant que directrice générale. J'ai eu plusieurs mandats en comité stratégique, donc d'entreprises non cotées et puis d'organisations non cotées. J'ai toujours, depuis longtemps, je ne me considère pas ni comme un homme ni comme une femme. Donc, grosso modo, j'ai toujours Bonjour. Non, mais quand je travaille, je me dis pas, oh là là, je suis une femme. Donc, j'estime que voilà, le travail, il est enrichi par la diversité. Donc, par la diversité des profils. Et effectivement, les diversités de genre sont tout aussi intéressantes. Peut-être qu'on a une structure de pensée qui est différente, je ne sais pas. Justement, j'étais en train de penser, il y a notamment une femme qui est assez emblématique, c'est Patricia Motton, qui était énarque, mais qui a mis en place maintenant, chaque année elle le fait, un événement Be on Board. Le dernier, il date du 20 mars 2024 et qui a vraiment créé ce réseau pour favoriser justement l'intégration des femmes dans tous les COMEX et les CODIR. Et Patricia Motton, donc M-O-T-H-O-N pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est notamment actuellement administratrice indépendante chez Pernod Ricard, chez Orange, dans la société d'investissement de la famille Peugeot. Et c'est une spécialiste du digital et de la transformation des entreprises. Elle a notamment travaillé chez Cisco. Elle a créé aussi sa propre société. Voilà, et c'est vraiment, voilà, pour les femmes, je pense que ça peut être intéressant aussi de rentrer dans ce réseau parce que c'est vraiment un partage d'expérience voilà, sur la place, la responsabilité des femmes qui montent en puissance dans les conseils d'administration et dans toutes les instances administratives. Ce qu'elle disait notamment Patricia Motton, qui avait été interviewée, c'est qu'elle disait qu'il fallait vraiment aussi démontrer son aptitude
à embrasser une vision vraiment stratégique de l'entreprise et de ses marchés. Et on cherche notamment des femmes qui ont un profil, alors bien sûr, sur la transition énergétique, sur tout ce qui touche à la transformation digitale notamment, tout ce qui a trait à la dimension internationale, sont des profils qui vraiment ont le vent en poupe. Et puis, vous avez d'ailleurs un catalogue d'offres de mandats d'administrateurs, alors là, indépendants, quand vous allez sur le site de l'IFA. Donc, j'encourage les femmes à se connecter et à le consulter, surtout pour des postes d'administrateurs indépendants. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour dire quelques mots d'ailleurs sur ce mandat. Quelques mots sur le mandat d'administrateur indépendant qui peut aussi intéresser un certain nombre de nos auditeurs. Alors, il faut savoir qu'on recommande toujours le fameux code AFEP-MEDEF qui préconise la moitié d'administrateurs indépendants. Je dis bien c'est une préconisation, ce n'est pas encore une disposition légale. Plus de la moitié dans les conseils d'administration, ça peut être aussi conseil de surveillance, hein, de sociétés qui ont un capital dispersé. C'est aussi l'avantage en fait d'accueillir au sein de ces conseils d'administrateurs un administrateur indépendant, c'est que cela va apporter, je dirais, une compétence, une distanciation que les dirigeants n'ont pas forcément. On parle souvent de dirigeants qui ont un petit peu le nez sur le guidon, qui s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas être polyvalents sur tout. Et le grand avantage pour un administrateur indépendant, c'est d'aider en tout cas le dirigeant à sortir de son isolement parce qu'il a l'écoute et parce qu'il va aider le dirigeant aussi à se challenger. Alors, cela dit, quand on parle d'administrateur indépendant, je pèse mes mots, c'est véritablement une personne qui n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société qu'il est appelé à rejoindre, avec son groupe, avec sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement. Je pèse mes mots, ça c'est très très important. Liberté de jugement, ça veut dire que véritablement, vous n'avez pas été salarié de cette société, vous n'êtes pas fournisseur, vous n'êtes pas distributeur. Si vous avez, par exemple, été le conseil financier, vous avez travaillé dans une banque qui est un partenaire de la société, c'est une négation de votre indépendance. De même, si vous êtes depuis plus de 12 ans administrateur indépendant dans une société, c'est une négation de fait de votre indépendance. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Alors, je vous dis, c'est bien ce que je vous dis, mais dans les faits, et à titre anecdotique, pour autant, on s'aperçoit que dans des sociétés assez emblématiques, je pense notamment à LVMH, vous avez des administrateurs dits indépendants qui ont largement dépassé cette limite de 12 ans. Je pense notamment à Hubert Védrine, qui a plus de 12 ans de mandat chez LVMH. Je pense à Étienne Edelstein chez Carrefour. Ça fait plus de 14 ans qu'il est en mandat. En 2022, on vient de le prolonger de 3 ans. Donc, il aura un peu plus de 87 ans puisqu'il a déjà 84 ans. Bon, c'est vrai que certains font une entorse, mais là encore, ce sont des recommandations. Il n'y a pas de disposition légale. Mais quand véritablement on veut être indépendant, attention, après 12 ans, on n'est plus indépendant et on le comprend aisément parce que vous connaissez très très bien l'entreprise. Il y a forcément des prises d'intérêt. Donc, il peut y avoir aussi véritablement un hiatus. Et puis, quand vous êtes administrateur indépendant, cela, bien évidemment, suppose que vous ne déteniez aucune action. Vous n'êtes pas intéressé, vous ne devez pas être intéressé à la performance de l'entreprise en tant que telle, mais véritablement à servir ses intérêts.
Et Alors, pour compléter, Ève, en fait, pour avoir fait appel à des administrateurs indépendants au sein de conseils d'administration de CA, de SA, de sociétés anonymes, notamment voilà, une, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. De la participation des administrateurs indépendants au niveau de la richesse, de par le fait que déjà ils étaient choisis de la richesse de partage hein, au sein du conseil des débats, parce qu'ils étaient choisis, parce qu'ils connaissaient un secteur d'activité ou qu'ils avaient une expérience particulière qui pouvait apporter un éclairage différent que celui du board. Il faut voir que certains boards, par exemple les boards des entreprises qui ont été constitués par des levées de fonds successives, souvent on retrouve en tant qu'administrateur des représentations, des représentants. En fait, non, alors je recommence parce que quand on siège au board, on ne représente pas quiconque, on représente l'entreprise. Mais des administrateurs qui sont nommés par les fonds d'investissement et qui n'ont pas forcément, qui sont très compétents dans des domaines, mais qui n'ont pas forcément la vision du domaine dans lequel le fonds a investi. Et du coup, de faire appel en complément de tout ça à des administrateurs indépendants permet d'avoir soit des points de vue de spécialistes, soit des points de vue aussi qui sont très éloignés des opérations. Donc moi, je n'ai pas eu d'administrateurs indépendants qui m'aient aidé personnellement en tant que dirigeant, mais des administrateurs indépendants qui ont enrichi les débats du conseil d'administration et qui ont permis d'arriver à des décisions collectives, hein, puisqu'on est tous solidaires, collectives et solidaires, qui étaient beaucoup plus axées sur une expertise. oui, tout à fait. Oui, oui, vous rejoins complètement, Marie-Hélène, sur ce point. C'est d'ailleurs une question qui parfois nous est posée. Je veux être administrateur indépendant de telle ou telle société. Est-il nécessaire que j'ai évolué dans le même secteur d'activité pour vraiment, effectivement, justifier de mon expertise? Pas forcément. Alors, je vais vous donner, par exemple, deux exemples. Il y a eu cooptation récemment par le conseil d'administration de SPI, d'une dirigeante d'ailleurs très connue, Sandrine Terran, qui est en tant qu'administratrice indépendante et qui auparavant était des DAF dans le groupe Telstat. Pas tout à fait le même domaine. Il y a eu également chez Mercialis, hein, qui est une foncière pour des centres commerciaux, cooptation récente d'un administrateur indépendant qui était en fait l'ancien fondateur de Vandercraft, qui est leader dans les exosquelettes robotisés pour personnes handicapées, Jean-Louis Constanza. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler. Et avant, il était administrateur chez Ingenico. Ça n'a rien à voir, mais ce qu'on veut justement, c'est aussi un regard neuf. Pour autant, je pourrais aussi vous donner un autre exemple. Vous avez peut-être entendu parler de la désignation de M. Sanjeev Mehta, qui est le directeur général de Indulstat Unilever, hein, qui fabrique des produits d'entretien et alimentaire. Et qui vient de rejoindre le conseil d'administration en qualité d'administrateur indépendant chez Danone. Et on l'a choisi en raison de sa parfaite connaissance, lui, en revanche, connaissance approfondie du secteur des biens de conso et de son expertise internationale très diversifiée, surtout en Asie. Donc lui était dans le même secteur, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on veut véritablement aussi chercher des compétences aussi nouvelles, complémentaires à celles qu'a déjà l'entreprise, et aussi cette distanciation. Donc, on trouve un peu tous les cas de figure, juste en complément de Marie-Hélène, de ce que vous avez évoqué avec pertinence. Émilie, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres observations?
Quand on parle de libre, disponible, facilitateur, entrepreneur, alors tout ça sont des qualificatifs, mais derrière ces qualificatifs, il y a des réalités. Quand on dit libre, évidemment, je veux être administrateur indépendant, attention, c'est libre dans ses convictions, dans ses jugements, dans ses positions. Ça veut dire être prêt, il faut être courageux, être prêt à démissionner si besoin, si on n'est pas du tout en phase avec, je dirais, la politique générale telle qu'elle est dessinée par ses autres homologues, notamment le président du conseil d'administration. La disponibilité, c'est votre disponibilité pour consacrer une partie de votre temps de travail à cette société. Alors, on parlait statistiques tout à l'heure. Là, on considère que véritablement, pour faire bien son travail d'administrateur indépendant, c'est être prêt à consacrer 2 jours par mois à la société. Donc, si vous lissez sur une année, ça représente au moins 1 mois et demi d'investissement dans cette entreprise, et ce n'est pas une simple participation. Alors, on ne parle plus, on va parler rémunération, on ne parle plus de jetons de présence, on parle de rétribution d'activité. Ce n'est pas simplement une participation passive. Et puis, être facilitateur. La facilitateur, ça veut dire on va apprécier votre capacité à apporter par votre vécu vos compétences de professionnel. Ça veut dire, c'est quoi? C'est anticiper les risques, c'est prendre du recul, c'est faire preuve de sang-froid, on parlait tout à l'heure de distance émotionnelle, mais ça, c'est très, très important parce que quand on interroge des dirigeants, ils ont parfois ce sentiment d'isolement, donc c'est casser un petit peu justement cet isolement et vraiment être là en tant qu'accompagnateur. Et puis aussi, il y a cette dernier qualificatif, et pas le moindre, c'est la dimension entrepreneuriale. C'est susciter de l'ambition dans l'entreprise qui vous accueille, c'est participer, contribuer au développement pour créer justement de la valeur durable. Voilà. Alors, administrateur indépendant, on vous accueille quand tout va bien, ça peut être aussi quand tout va mal. Récemment, vous avez monsieur Crozet qui a été désigné en urgence administrateur indépendant pour essayer de relever les comptes d'Atos. Il y a une échéance à très, très court terme, c'est en juillet. Pour éviter l'état de cessation de paiement, mais ça peut être aussi l'administrateur indépendant pompier qu'on va appeler à la rescousse et dont on attend aussi l'expertise pour essayer de préserver l'intérêt social et d'assurer autant que faire se peut la continuité de l'activité. Voilà, on a à peu près tous les cas de figure. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, parce qu'il y a énormément de choses à dire aussi sur les administrateurs indépendants. Donc, alors certains, si vous vous intéressez un petit peu à la lecture sur le sujet, et j'en avais parlé d'ailleurs dans une formation que j'anime parallèlement, notamment à l'EM, mais vous avez certains grands chefs d'entreprise qui sont plus ou moins aussi critiques à l'égard de ce mandat d'administrateur indépendant en disant bah oui, il faut qu'il soit courageux, qu'il soit disponible pour défendre l'entreprise, et dans les faits, c'est pas toujours le cas. Certains font preuve d'un certain laxisme, de lâcheté. Ces administrateurs indépendants parfois sont en fait recrutés par réseautage. On tend à s'assurer du faible risque de nuisance de l'intéressé. Donc voilà, on a des échos. Je ne veux pas être langue de bois, mais c'est vrai que on peut avoir parfois quelques échos critiques sur cette qualité d'indépendance. C'est pour ça que pour ceux qui souhaitent ou accueillir un administrateur indépendant ou qui souhaitent être administrateur indépendant, attention aussi à ce respect, je dirais, de la déontologie. On en parle, nous, dans notre, bien sûr, c'est une terminologie qui nous est propre en tant qu'avocat, mais vraiment d'éthique
dans cette notion d'indépendance, c'est très important. Quelqu'un qui véritablement est capable d'être intègre, de prendre des positions, et je le disais, eh bien, quitte à ultimement démissionner, bien sûr dans les règles, avec le respect d'un préavis, mais c'est important. Moi, j'aurais bien aimé que pour le peu de temps qui reste, Jean-Noël, Ouais. que vous nous parliez juste 30 secondes de la responsabilité Oui, des administrateurs. oui. Dépendant Alors, d'ailleurs. bien sûr. Alors, responsabilité des administrateurs. Il y a en fait deux volets dans la responsabilité. C'est aussi un vaste sujet. Vous avez la responsabilité civile et puis vous avez la responsabilité pénale. Il faut savoir que vous ne pouvez pas y échapper. Alors souvent on se dit oui, mais le conseil d'administration, d'ailleurs comme conseil de surveillance, c'est un organe collégial. Donc bon, bien sûr on est solidaire, c'est une responsabilité solidaire, mais le premier fusible, s'il y a une dissociation des fonctions, bah, ça va être le directeur général ou c'est le PDG qui est responsable. Et c'est pas moi, c'est à tort. Parce que en tant que membre de cet organe de direction collégiale, administrateur, vous êtes aussi mandataire social et vous avez une responsabilité, d'autant lorsque on arrive à démontrer que vous avez finalement participé à une décision qui finalement a entraîné des dysfonctionnements en termes de management et qu'on constate des anomalies graves de gestion dans l'entreprise qui ne pouvaient, compte tenu de votre fonction, vous échapper. Alors, responsabilité civile, responsabilité pénale, ce sont deux types de responsabilités différents. Pour faire très rapide, si je veux engager la responsabilité d'administrateur, il faut d'abord, en amont, si je puis dire, fourbir ses armes. Alors, ce sont évidemment les actionnaires en AG, souvent des actionnaires minoritaires, qui vont introduire une action, mais ils ne vont pas le faire d'entrée de jeu. Ils vont d'abord, parce qu'on est dans un système, vous le savez, probatoire, il faut d'abord démontrer qu'il y a eu effectivement des fautes de gestion graves et non pas simplement malheureuses, ce n'est pas simplement l'imprudence de cet organe collégial. Et on le fait comment? Dans les sociétés de capitaux, vous pouvez, en tant que minoritaire, dès lors que vous détenez vous seul ou à plusieurs, à minima 5% du capital, poser 2 fois par exercice des questions par écrit au conseil d'administration. Donc, vous l'adressez au président. S'il y a dissociation, ben, normalement, c'est le directeur général, puisque c'est lui qui tient les rênes de l'entreprise au quotidien. Et si la réponse est insatisfaisante, il a 1 mois pour vous répondre, et bien là, vous passez à la vitesse supérieure et vous allez demander une expertise de gestion. Ça se fait en référé, vous la demandez auprès du président du tribunal de commerce, du ressort de votre siège social, de façon à ce qu'il y ait un diagnostic dressé sur l'entreprise. Alors pas sur la gestion en général, puisque vous avez peut-être donné déjà quitus lors des précédentes AG, mais sur des anomalies, en tout cas dans la gestion, et des anomalies auxquelles le dirigeant n'a pas su répondre ou a mal répondu. Et si ce rapport d'expertise qui est ensuite rendu par un expert près de la cour d'appel, donc qui en général est expert comptable, commissaire aux comptes, indépendant bien évidemment, effectivement et convergent avec vous, vos premières constatations, et bien grâce à ce rapport d'expertise, vous pourrez engager ce qu'on appelle une action sociale contre le dirigeant, contre également les membres du conseil d'administration, parce qu'ils sont responsables civilement et de façon solidaire. D'accord? Ça, c'est une première chose. Mais comme c'est de la responsabilité civile, n'oubliez pas qu'il faut toujours démontrer un dommage. Donc, le dommage, c'est celui subi par la société. En général, c'est la perte de valeur de la société. Il faut également prouver qu'il y a un fait générateur, c'est-à-dire la faute d'une personne désignée, donc le dirigeant, les dirigeants. Et puis, troisième condition cumulative, c'est le lien de causalité entre ce dommage subi par la société et évidemment la faute, le fait générateur. Ce sont les 3 conditions qui sont évidemment indispensables pour engager une action
sociale, on appelle ça une action sociale contre les dirigeants en place. Et quand je dis dirigeants, c'est pas que le PDG ou le DG, mais c'est aussi les membres du conseil d'administration. Et puis, vous allez me dire, oui, mais quid de la responsabilité pénale? Alors déjà, responsabilité pénale, ça suppose qu'il y ait un fait qui soit qualifiable pénalement. Alors, vous avez, je dirais, l'essentiel des infractions que vous retrouvez dans le code pénal, hein, qui, par exemple, l'escroquerie, notamment l'abus de biens sociaux, qui est un petit peu la bête noire des dirigeants, conflit d'intérêts, délit d'initié, j'en passe. Mais vous avez aussi d'autres infractions dans les affaires qui ne sont pas forcément dans le recueil, c'est-à-dire dans le code pénal, mais que vous pouvez retrouver dans le code du travail. Je pense accident du travail, dans le code de l'environnement, délit de pollution de site, dans le code, par exemple, monétaire, là également. Donc, voilà. Mais la responsabilité pénale suppose que vous ayez déposé plainte. Vous n'avez pas complètement la maîtrise de la procédure. Il faut effectivement que le parquet, le ministère public, apprécie la teneur de votre plainte et estime que des éléments sont suffisamment caractérisés pour effectivement ouvrir, par exemple, une instruction. Alors, vous oubliez tout de suite si vous avez, en tant que minoritaire, perdu, vous estimez plus de la moitié, voire plus, la valeur de vos titres, ce n'est pas considéré comme un préjudice distinct du préjudice social, c'est-à-dire du préjudice de votre société. Et vous ne pourrez pas, en tout cas, invoquer ce moyen pour vous constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, par exemple. Hein. C'est la société qui subit un préjudice, d'accord? Et au pénal, par exemple, les administrateurs, parce que vous êtes un organe collégial, vous avez été complice ou vous avez aussi été bénéficiaire d'abus de biens sociaux. Hein. Un abus de bien social, c'est lorsque vous usez du bien ou du crédit de la société à des fins personnelles ou en tout cas à des fins contraires à l'objet social. On considère que c'est de l'abus de bien social. Eh bien, effectivement, vous êtes possiblement éligible à une poursuite au pénal. Ça veut dire quoi? Pénal, ça veut dire peine de prison, peine corporelle. Et évidemment, ça peut être des amendes cumulatives à l'appréciation souveraine des juges du fond, et puis également des dommages et intérêts à verser donc aux victimes qui peuvent être évidemment des minoritaires ou des tiers. En sachant que oui, il y a des assurances pour ceux que ça intéresse. Hein, on a des assurances. Vous allez chez, par exemple, MMA ou AXA, il y a des assurances hommes-clés. Mais lisez bien la police d'assurance parce que ces compagnies d'assurance qui effectivement ont mis en place des garanties lorsque vous prenez des postes à responsabilité dans des entreprises ne couvrent pas en général les délits, les poursuites pénales, notamment lorsque vous avez un rayonnement international fort et que vous, notamment, votre terrain de chasse, ce sont des pays anglo-saxons. Et je pense notamment aux États-Unis où les responsabilités pénales sont extrêmement fortes avec des sanctions qui sont extrêmement, je dirais, coercitive, donc ces polices d'assurance ne vous couvrent pas, en tout cas contre le risque pénal, il faut le savoir. Civil, oui, ça vous coûtera rien, par contre le pénal, non. Et Ève, est-ce que là, on est en train de parler de la responsabilité du conseil d'administration ou de ses membres dans le cadre d'une société anonyme avec un organe de gouvernance, je dirais, légal. Enfin, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On va peut-être enlever le slide de façon à ce que, parce que là, je vois pas tout le monde, on peut peut-être, voilà, l'enlever ou le mettre en petit. Oui, on parle de la responsabilité, effectivement, de tous les administrateurs, un organe, je dirais, institutionnel, conseil d'administration. Mais je parlais des administrateurs indépendants. Attention, hein, il n'y a pas d'exonération de responsabilité. C'est-à-dire que l'administrateur indépendant, il est tout autant concerné que l'administrateur institutionnel d'une société anonyme. Il faut le savoir. Je pense dans que le c'était votre cadre, question. dans le cadre, par exemple, d'une SAS, dont l'organe de gouvernance n'est pas forcément un organe, je dirais, légal,
Enfin, on n'a pas cette responsabilité. On n'a que la responsabilité des mandataires, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Alors, l'ASAS échappe en fait à ces dispositions. Comme vous le savez, la société par action simplifiée, c'est un modèle éminemment contractuel. Mm. Il n'y a pas ces contraintes légales qu'on retrouve dans la SA, la commandite par action, ou la SARL. Émilie est gérante notamment d'une SARL. Toutes ces règles sont propres à société de capitaux, mais pas à la SAS, qui est vraiment effectivement un modèle éminemment contractuel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très souvent maintenant choisi par des créateurs d'entreprises. C'est en raison de sa souplesse et vous n'êtes pas. Vous pouvez effectivement créer un conseil d'administration, avoir des administrateurs ou pas. Il n'y a absolument aucune obligation légale. On parlait tout à l'heure de conventions réglementées pour des rémunérations exceptionnelles. Tout cela, vous n'avez pas à le respecter dans une SAS. Donc, voilà. Ça peut expliquer Merci aussi de la le succès précision. de cette forme sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité pour le DG, hein, ou PDG, attention. Hein. Surtout, oui, pour les mandataires. Donc, on a toujours la Voilà, mandataire responsabilité civile social, et premier pénale des mandataire mandataires. social, premier fusible, c'est le DG, le DG de Oui, la SAS. Il peut c'est être bon. aussi PDG, pourquoi pas, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est toujours comme ça. Voilà, Bien sûr. voilà. Il faut bien qu'il y ait un responsable. Mais oui. Voilà. Bien. Bien. Bah, le temps tourne, donc on a largement dépassé le temps. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion rapide? Est-ce que, comme l'a dit un peu Marie-Hélène, la fonction écrase le genre, si on revient Bah, je au vais titre et peut-être au thème de laisser la... Hein. nos témoins, voilà, qui vraiment ont une expérience terrain peut-être aussi conclure sur ce sujet qui est très vaste. On va dire que là, voilà, c'est peut-être une mise en appétit. Peut-être que dans mon propos, ben, j'ai pu susciter même d'autres questions auxquelles là, on n'a pas répondu. Mais voilà, quand on accepte en fait un mandat d'administrateur, c'est effectivement très gratifiant, c'est une superbe aventure qui se présente à vous, mais peut-être, attention, red lights, si je puis dire, recommandations, préalablement, réfléchissez bien avant tout de suite de dire oui, renseignez bien se renseigner sur l'entreprise que l'on va rejoindre, sur voilà, ce nouveau bateau. Ça peut être une superbe croisière, ça peut être aussi un peu plus challengeant. Vous êtes sur un voilier avec un risque de dessalage. Donc, autant prendre d'abord un maximum de précautions. Et précautions à prendre, c'est déjà bien connaître son droit, bien connaître les dispositions légales, connaître la forme sociale, et puis surtout, c'est regarder le pacte social. Allez jeter un coup d'œil sur les statuts, parce que vous avez tout, hein, les modalités de fonctionnement, notamment des AG, c'est important, le conseil d'administration, ça c'est le b.a.-ba. Alors, pour rebondir, Jean-Noël, juste une phrase pour terminer, et après je laisserai la parole à Marie-Hélène. Moi, je rejoins Marie-Hélène. Effectivement, quand on travaille, on ne réfléchit pas à son genre. Juste, après, ça dépend peut-être du milieu professionnel dans lequel on évolue et de l'évolution des mentalités. Moi, ma propre expérience m'amènerait à dire que euh, peut-être on a besoin de plus argumenter, plus démontrer pour avoir crédibilité, c'est pas le bon mot, mais pour avoir une position assise, on va dire, et être plus facilement écouté qu'un homme, je dirais. Mais encore, ça reste subjectif, hein, c'est mon propre vécu. C'est pas vrai dans tous les domaines, c'est pas vrai avec tous les gens. Après, ça dépend. Et je pense aussi que c'est plus une réaction inconsciente que voulue, parce que les mentalités ont évolué, et on voit quand même que il y a une montée en puissance des femmes. Pour autant, voilà, des fois, faut jouer un peu plus des coudes C'est ça, euh, ça c'est certain, oui. pour se faire entendre, Oui. Mm. et voilà, avoir Oui. du crédit à ce qu'on dit. C'est juste. Voilà. Puis après, si on est dans le milieu industriel, alors là, Marie-Hélène pourra peut-être plus, plus en parler. Moi, je suis dans le monde des assurances qui reste masculin, même si ça se féminise beaucoup. Ça s'est beaucoup féminisé, je Oui, trouve, hein, ça c'est. Ouais, ouais, les Oui, dernières années, les 20 dernières oui. années, oui, ça a beaucoup évolué.
L'industrie, je ne sais pas, je ne connais pas du tout ce domaine-là, mais effectivement, voilà, peut-être plus être dans l'argumentaire que certains pour se faire entendre. Voilà. Mais très Mais intéressant et effectivement, il faudra des heures et des heures pour étoffer le sujet. C'est vrai que c'est... En tout cas, merci. Ouais, moi, j'ai fait le bac technique, comment vous dire? Euh, j'ai travaillé dans des bureaux d'études, j'ai été entourée d'hommes tout le temps. Et bizarrement, je me suis dit, je me suis toujours dit que c'était pas mon affaire, que et en tant que dirigeante, j'ai refusé d'en prendre compte, de prendre compte le fait que j'avais des hommes ou des femmes autour de moi. Et pour moi, l'égalité était une évidence. Et en fait, il y a 2 ans, donc j'ai refusé les prix des femmes entrepreneurs. Je refusais toutes les interviews sur les femmes parce que pour moi, c'était l'égalité. Et en fait, je me suis rendu compte il y a 2 ans où je me suis fait piéger dans une conférence, en fait, que non, c'était toujours pas l'égalité et que je suis rentrée dans mon entreprise et j'ai dit ça, j'ai dit que c'était quand même bizarre que pour être égalitaire, il faille être féministe. Et qu'être féministe, en réalité, c'est être égalitaire. Et donc, je me suis dit, mince, depuis le début, je suis féministe, mais je ne le savais pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu le mot. Je suis pour l'égalité. Je trouve que tout le monde a sa place dans les réflexions et que la richesse, elle vient de la diversité. Elle vient de la diversité de genre, d'origine, de la diversité sociale. Et finalement, je me suis trompée en pensant que j'étais égalitaire sans... Allô? Ah, on a perdu Marie-Hélène. On l'a un petit peu, mais elle va on a revenir. un petit peu perdu. Surtout que le Ouais, Ouais, propos était intéressant. ouais. Ça, c'est le très problème intéressant. des Ouais. bandes passantes. Ouais, bah, je pense qu'un dirigeant d'entreprise comme un administrateur, c'est une question existentielle finalement. Et c'est un sens qu'on donne à sa vie et qu'on soit homme ou femme, on a envie de Tout le à fait. remplir et de bien. Ok. En tout cas, ben, on va peut-être conclure là, hein, on a dépassé le temps. Merci beaucoup, Eve, Mais non, pour c'est moi qui encore vous la qualité, remercie. J'espère, la voilà, qu'on a clarté un de petit ton peu discours. apporté par nos témoignages, voilà, quelques conseils qui puissent être utiles à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Merci Bien. Et beaucoup. puis merci beaucoup à Émilie pour son témoignage, à Marie-Hélène qui est déjà partie, mais voilà. Et puis qui a participé, à Adeline pour Merci Jean-Noël. l'organisation, et Nadège, bien sûr. Et puis bah, à très bientôt, hein, Merci pour beaucoup. Merci à tous, en Merci. tout cas. merci, Merci beaucoup, Bonne Jean-Noël. journée. merci, Longue bonne vie au soirée, CPA, en tout cas. Au merci revoir. beaucoup. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir. Merci.